je vais remettre certaines choses à leur place. Moi, je ne suis pas venu à la diagonale parce que tout le monde me disait « Ouais, tu viens pour la gagner, tu viens pour la gagner. » Je suis un compétiteur. Tu le sais très bien. Voilà, on le sait, je suis un compétiteur. Je l'ai dit plusieurs fois, je viens avec le couteau entre les dents. Mais gagner n'est pas du tout une obsession pour moi, mais pas du tout. Mais moi, j'ai de la chance d'être hermétique à tout ça. Pour la simple et bonne raison que je sais d'où je viens. C'est pas que c'est compliqué à gérer, mais j'ai eu des sollicitations de partout. Mais quand je dis de partout, voilà, c'est évidemment des médias, de personnes. Mais à la fin, il n'y a pas l'un qui trompe l'autre ou qui fait un coup vache à l'autre. Non. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Beñat, deuxième passage sur le podcast L'Instant Outdoor. Merci beaucoup de cette deuxième présence, premier épisode, l'épisode 144, qui a été l'un de mes meilleurs épisodes. C'est l'épisode que je recommande quand les gens découvrent le podcast et me demandent par quel épisode je peux commencer. Et je donne celui-là tout le temps, l'épisode 144 avec Beñat Marmisol. Allez écouter si vous ne l'avez pas encore fait, mais à mon avis, vous l'avez fait parce qu'il a eu un beau succès. Salut Beñat, on est presque une semaine, plus d'une semaine après, 2 semaines presque même. Le temps passe vite. Après ta victoire sur la diagonale, comment vas-tu ? Bonjour François, ça va très bien, très très bien. J'ai bien récupéré. Ouais, j'ai vraiment bien récupéré. Étonnamment d'ailleurs, parce que l'année dernière, ça avait été très compliqué, la récupération. Mais pendant 6-7 jours l'année dernière, j'avais des courbatures, mais vraiment des énormes courbatures. Bon, j'avais beaucoup plus souffert aussi pendant la course, donc peut-être ça peut amener, et certainement ça amène à ça aussi. J'étais mieux préparé cette année. C'est pas c'est que j'étais mieux préparé. Et ça va très bien. J'ai vraiment bien récupéré, mais attention. Je suis conscient que l'enchaînement UTMB diagonale et les deux se sont quand même très bien passés. Je pense que je vais avoir un contre-coup et quand ça va tomber, ça va tomber. Je suis sûr que le contre-coup, il va arriver. Quand, je sais pas, j'espère le plus tard possible et le moins violent possible, mais c'est obligé qu'il arrive parce que je suis pas une machine ni un robot, quoi. Alors, il y a quelque chose que je t'ai pas entendu le dire. On en a parlé juste après la conférence de presse et j'ai été halluciné de ça. Tu as fait 330 km à La Réunion les 15 jours avant la diagonale. Quand j'ai dit ça autour de moi, on m'a dit mais c'est beaucoup trop, il s'est cramé. Et t'as gagné derrière. Pourquoi avoir fait autant de kilomètres ? C'était dans ton plan d'entraînement ? Absolument pas, parce que mon entraîneur d'ailleurs ne voulait absolument pas que je fasse ce volume-là. Il était au courant de ce que je faisais parce que moi je suis transparent, voilà, avec lui comme dans la vie avec tout le monde. Mais il voulait pas, mais moi j'ai pas fait 330 km. On exagère, j'ai fait 305 km. Donc il y a 25 km en plus. Voilà. Donc, ce qui est pas rien à La Réunion quand même, 25 bornes. Donc 305 km et 15 000 de dénivelé positif j'ai fait. Voilà, exactement. Donc en fait c'est très simple. L'explication c'est que déjà j'ai fait une grande partie du parcours puisque l'année dernière j'étais arrivé au dernier moment sur cette diagonale et comme tout le monde le sait, c'était pas prévu que je le fasse. Donc ça s'était très bien passé, oui, mais je ne me rappelais plus du tout du parcours et toute la partie nuit, c'était l'inconnu. J'avais même pas eu le temps de visiter l'île ou d'avoir un aperçu de quoi que ce soit. Donc là, je suis arrivé avant.
pour voir ça, pour voir dans quoi j'avais couru et dans quoi j'allais courir. Et j'ai commencé par faire le repérage du parcours en plusieurs jours, hein, voilà, hein, donc plusieurs étapes au feeling. Et puis après, après le reste, ça a été de la visite. J'avais une carte, donc le soir à la maison, je regardais la carte, je regardais les points, des points de vue qui étaient très connus, ou sur des points randonnés qui expliquaient que c'était vraiment très très beau, tel endroit. Donc, donc je prenais ma voiture, je partais à tel endroit. J'y étais aussi avec des amis, mes amis de Saint-Denis, de la caserne de Saint-Denis. On a partagé des forts moments ensemble et ils connaissaient des sentiers, évidemment, des petits sentiers, hein, qui sont réservés à ceux qui habitent, on va dire, sur place. Donc ils m'ont fait découvrir ça. Et au fil des jours, ben voilà, les kilomètres se sont accumulés, le dénivelé s'est accumulé. Par contre, je l'ai fait à une intensité quand même vraiment, voilà, faible, hein, il faut pas exagérer. J'ai fait, oui, un énorme volume, mais je me suis pas fracassé non plus. Bien sûr que le volume, il faut l'encaisser, on est tout à fait d'accord. Mais voilà, j'ai pas joué non plus avec le feu à me rendre minable, parce que si ça avait été le cas, j'aurais pas pu repartir le lendemain pour me recogner 35 km, 34 km, avec bon, tout ce que ça comporte. Pour ceux qui connaissent la Réunion, c'est quand même très dur, hein, les sentiers, voilà, ça monte beaucoup, ça descend beaucoup. Euh, donc voilà, mais c'est la réalité. J'ai fait ça, oui, tout à fait. Je trouvais ça génial d'avoir ce panache de casser un peu tous ces schémas d'entraînement préétablis qui disent que les 15 jours avant une course, on doit lever le pied, et puis toi, tu as fait tous ces kilomètres et puis tu as quand même gagné. Mais si je me permets de te couper, François, mais déjà, je vais remettre certaines choses à leur place. Moi, je suis pas venu à la diagonale parce que tout le monde me disait, ouais, tu viens pour la gagner, tu viens pour la gagner. Je suis un compétiteur. Tu le sais très bien. Voilà, on le sait. Je suis un compétiteur. Hein, je l'ai dit plusieurs fois. Je viens avec le couteau entre les dents. Mais gagner n'est pas du tout une obsession pour moi, mais pas du tout. Parce que sinon, c'est se tirer une balle dans le pied. Ça veut dire que au moindre couac qui va se passer dans la course, parce que le plan ne se passe pas comme je veux ou quoi que ce soit, je vais commencer à dire, oh, gna, 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 j'ai eu ceci, j'ai eu cela, donc je vais commencer à pleurer. Mais non, c'est pas ça. Moi, je suis venu pour faire du mieux que je pouvais. Je sortais d'un UTMB qui quand même qui a été relativement dur, avec une intensité très haute. Hein. L'UTMB 2022, c'est certainement le plus dur de tous les temps en termes d'intensité par rapport à tous les athlètes qu'il y avait. Donc ça laisse des traces. J'ai essayé de récupérer derrière le mieux possible. J'ai fait un bloc de 3 semaines pour préparer la diag, entre guillemets, préparer la diag, mais bon, voilà, hein, sans objectif particulier. Moi, je suis venu pour faire une course aboutie, faire ce que je peux faire de mieux, et puis arrive ce qui arrive. S'il y en a 10 plus forts que moi devant, il y en aura 10 plus forts que moi. S'il y en a 5, il y en aura 5. Si je suis pas venu, voilà, pour donner le meilleur de moi-même, mais je me suis enlevé toute pression de résultat de quoi que ce soit. Et je pense que j'ai fait tout ça parce que j'en avais besoin. J'avais envie de découvrir cette île-là, de découvrir plein de choses. J'étais tout seul, moi. Tous les jours, j'étais tout seul. Mais bon, écouter les oiseaux qui chantent, le vent dans les feuilles, le bruit des ruisseaux qui coulent. On va me dire, mais c'est un poète, ce baignade, peut-être. Mais non, mais moi, c'est comme ça. Ma vie, elle est comme ça. Moi, dans mes Pyrénées, dans mon Pays Basque, c'est ça ma vie. Donc, je suis venu, pour faire de la compète et donner le meilleur de moi-même. Mais en même temps, quand j'ai vu que j'avais le temps et que j'avais la possibilité de faire des superbes sorties, randonnées, trek, ou je sais pas comment on veut l'appeler, je l'ai fait. Le résultat sportif, oui, sinon j'aurais suivi à la lettre le plan de mon entraîneur, tout ce qu'on veut, et oui, mais bon, mais peut-être j'ai de la chance que ça se soit bien passé, que tout se soit, que voilà, que j'ai réussi à gagner, c'est une chance, j'en suis conscient, mais au moins, je regrette pas, j'ai vu des choses exceptionnelles en dehors de la course, même si la course, c'est vraiment ce qu'il y a ça a été, voilà, émotionnellement, mais
J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi fort dans le sport que sur cette diagonale, mais tous ces à côté, ces jours qui ont précédé ça, ça a été pour moi un géant. Voilà, j'étais tout seul avec mon sac, mais je me suis régalé. Donc voilà, c'est important de le dire, tout ça. Et alors, qu'est-ce qui fait que cette diagonale a été émotionnellement très forte pour toi comparée à d'autres courses? Parce que c'est quand même pas ta première, c'est pas ta première diagonale. Qu'est-ce qui fait qu'elle a été différente des autres? C'est l'ambiance sur la diagonale, c'est vraiment voilà, je l'avais vécu l'année dernière, je m'en étais imprégné l'année dernière. C'est magique, mais tout simplement, je reviens sur ce que j'ai dit juste avant, j'ai eu la chance de faire beaucoup de kilomètres devant et faire beaucoup de kilomètres devant à la diagonale, ben j'ai pas de mots. De toute façon, voilà, j'ai pas de mots pour décrire le scénario de la course. Vous le connaissez tous par cœur. Voilà, j'ai vécu une course avec une aventure et une relation humaine avec Jean-Philippe Tchoumi qui a été très très forte. On se connaissait juste comme ça en tant qu'athlète. Là, je pense qu'on s'est découvert bien plus. Il y a quelque chose qui s'est créé entre nous. Il y a eu beaucoup de respect en tant qu'adversaires. On n'était pas là pour être les meilleurs copains du monde, mais on a vécu des choses ensemble, beaucoup de choses ensemble. Ça a été un voyage, voilà, un voyage émotionnel unique. Comme je vais répéter ce que je dis, ça fait ringard, mais je suis arrivé à Saint-Pierre avec une valise vide. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée à Saint-Denis, ma valise était remplie. C'est moi qui l'ai remplie. Personne ne saura ce qu'il y a dedans et elle sera avec moi jusqu'à ce que je ferme les yeux et même au-delà, elle m'accompagnera toute pour l'éternité cette valise et c'est voilà tout simplement unique, des moments magiques et je le redis et je le répète, j'ai vécu des choses sportivement très très fortes avec de très belles courses, de très belles victoires aussi sur d'autres courses, mais celle-là, ça dépasse tout. C'est un rêve, de toute façon qui m'est tombé dessus. Je pensais jamais pouvoir connaître, gagner l'une des 3 plus dures et mythiques courses au monde, parce que pour moi, ben voilà, je mets diagonale, UTMB, hard rock. Alors chacun le met dans l'ordre qu'il veut, mais pour moi, c'est les 3 quand même plus prestigieuse du monde, ben j'en ai gagné une. Moi, le petit paysan de Tardette, là, au Pays Basque, qu'est-ce que je fais là? C'est certainement pas ma place, mais on me l'enlèvera jamais. Voilà, j'ai jamais triché. Et c'est merveilleux. Voilà, donc c'est merveilleux. Et puis merci à la vie, merci à tout, voilà, tout mon entourage, voilà, ma famille, tous ces gens qui m'aiment, mon entraîneur. Merci à tous pour cette confiance et ça. Et à tous les gens qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, tout le monde, et tous ceux qui se reconnaîtront. Et je pense que grâce à toutes ces choses-là, ben, ça m'a permis d'être dans les meilleures dispositions possibles. Mentalement, ben, je l'ai dit tout à l'heure, à zéro pression. Et pourtant, j'aurais pu peut-être en avoir parce qu'on a essayé de me faire monter la pression, me faire croire que j'étais l'un des favoris parce que j'avais fait une grosse saison jusque-là. Mais bon, non, je suis arrivé calme, tranquille. Et puis voilà, la chance a voulu que ça sourit et que tout se passe bien. Donc, eh ben, c'est que du bonheur. C'est difficile, ça, mentalement, de ne pas céder à la tentation de se dire je suis favori, j'ai mes chances de gagner. C'est quelque chose qui est inconnu, ça, de la part de quasiment tous les auditeurs qui écoutent ce podcast-là, qui n'ont jamais vécu cette pression médiatique qu'il y a autour d'un athlète élite. Toi, comment tu l'as vécu, ça, ce focus qui est fait sur toi, sur les athlètes élites en matière générale pendant cette conférence de presse, sur tous ces articles qui citent les noms des favoris, qui font des pronostics. Quand on voit son nom apparaître, ça doit faire quelque chose quand même. Mais moi, j'ai de la chance d'être hermétique à tout ça. Pour la simple et bonne raison que je sais d'où je viens, je sais comment j'ai commencé, et il y a une chose essentielle pour moi, je dis bien pour moi, c'est que le sport,
c'est magnifique, c'est magique, c'est certainement un échappatoire pour beaucoup de monde, c'est-à-dire que c'est avoir un but dans la vie, alors que ça soit élite ou pas élite, mais mettre les baskets ou d'autres personnes qui vont faire d'autres activités, hein, d'autres activités sportives ou peut-être de la lecture ou des milieux associatifs, n'importe quoi. Il faut avoir un but dans la vie. Et ce but dans la vie permet d'avancer, peut-être permet d'éviter d'avoir des angoisses sur le quotidien, de plein de choses. Voilà, moi je suis quelqu'un qui, Baignade Marmisol, Baignade Marmisol, c'est quelqu'un qui a peur de la mort, qui a peur de plein de choses et il y a des sujets où je suis très très sensible et très fragile et voilà, j'ai très peur de tomber malade, j'ai très peur de plein de choses et quand on a des buts comme ça, ça veut pas dire que ça nous empêche d'avoir ces problèmes-là, mais l'esprit est occupé ailleurs. Je sais pas si on va comprendre ce que je dis, mais voilà. Donc pour moi, quand je suis dans une conférence de presse et comme c'était le cas là ou même à l'UTMB où on évoque mon nom pour un outsider ou ceci cela, mais c'est merveilleux d'être cité et tout ça, mais il faut pas oublier que ça reste que du sportif quoi. Donc il y en a peut-être des centaines ou des milliers qui aimeraient être à ma place et pouvoir dire ouais j'ai gagné la diagonale. Ouais, mais peut-être. Mais moi j'ai gagné la diagonale. Il y a eu aucune euphorie derrière, mais que dalle. On m'a vu faire peut-être un peu le zouave sur l'estrade et tout ça, mais ça c'est, je pense, une façade et une façon d'évacuer une certaine forme de stress ou d'angoisse. Hein, quand j'étais sur la remise des prix, enfin à la remise des prix pardon sur le podium, tout ça, on va dire ouais, Beignat il est à l'aise, il parle bien. Ouais, peut-être, ouais, mais il y a beaucoup de façades. Beignat, oui, le vrai Beignat, voilà, il est sur ce que je vais vous dire là. Donc moi, le sportif, oui, c'est très beau, mais c'est pas le plus important quoi. Le plus important, c'est que ma famille aille bien, que tous mes proches aillent bien, que tout le monde soit en bonne santé, que tous les gens de la planète, hein, voilà, hein, moi je souhaite du mal à personne, mais ces choses-là sont bien plus graves. Alors on va me dire ou on va penser ouais lui voilà il parle là comme gna 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 gna, il est flair bleu, cordon bleu. Mais non, mais c'est la réalité les gars. Il faut ouvrir les yeux. Aujourd'hui le sportif c'est une chose, mais demain t'as ton enfant qui tombe malade, qui a un accident, t'as tes parents qui ont un accident, qui tombent malades, mais tu fais quoi? Mais tu fais quoi? Il faut arrêter de penser à soi, d'être égoïste. Mais c'est ça le plus important dans la vie. Et c'est ça. Et moi, dans ma tête, c'est toujours ça le plus important. Donc en fait, je suis jamais centré et recentré sur moi-même. Je suis tout le temps avec les autres. Moi, j'espère qu'une chose, c'est qu'il n'arrive rien à tout mon entourage, à tous les gens que j'aime, tous les gens que voilà, parce qu'il y a des choses terribles. J'ai perdu des gens de ma famille, de maladie. Quand je suis arrivé à la fin de la diagonale, j'ai parlé de Lauréat, c'est la fille d'un grand ami à moi, qui est une jeune adolescente qui est emportée par la maladie, mais je sais pas si vous vous rendez compte, à 14 ans d'être arrachée à la vie comme ça. Mais c'est ça la réalité. La réalité, elle est là pour moi. Après, chacun la voit comme il veut. Voilà. Hein. On voit à travers d'autres sports beaucoup plus business que nous. On va pas toujours parler des mêmes sports, mais ça se joue sur un grand rectangle vert. Mais ils sont à côté de la plaque. Ils sont à côté de la plaque. Ils gagnent des millions, mais ils sont à côté de la plaque. Moi, je gagne pas un rond, j'ai rien du tout. Et je pense que je suis dans le vrai. Donc le sportif, bien sûr que c'est beau, bien sûr que... Mais n'oublions pas l'essentiel. Et pour moi, je dis bien pour moi, l'essentiel, il est pas là. Donc ça, c'est du bonus. Le plaisir sportif, tout ça, c'est du bonus. Et j'ai la chance d'être en bonne santé. J'ai la chance d'être constitué comme je suis. Et c'est peut-être ça qui me fait avoir des résultats, des performances, tout ça. Mais il y en a, ils ont pas demandé ils ont pas demandé à être handicapés, ils ont pas demandé à être malades. Et les pauvres gens, voilà, ils aimeraient être à ma place et ils y sont pour rien d'être dans leur situation. Et il faut respecter ça. Quand on a à la diagonale dépassé les jouelettes et tout ça, mais ça vous fend le cœur, quoi. Vous avez des enfants sur des chariots, des gens qui les accompagnent, mais c'est eux les grands vainqueurs. C'est pas Beignade Marmisol ni les autres. C'est eux les grands vainqueurs. Les gens qui donnent de leur temps pour les autres. Voilà, moi j'ai
J'ai un grand ami, je vais pas le nommer, où il va se reconnaître, Thomas, hein, Tom, mais chapeau pour tout ce que tu fais. Voilà, avec ta jouelette là, du Pays Basque, il va se reconnaître. Mais grand respect, parce que lui, il donne de son temps pour les autres. Moi, je suis égoïste, je pense qu'à moi, j'ai fait la diagonale tout seul. Donc, je crois que j'ai aucun mérite. Voilà. C'est peut-être une forme de protection de soi, d'éviter d'avoir à penser à ces sujets-là et puis tu vois ce que je veux dire, parce que à t'écouter, j'ai l'impression que ça t'inquiète, ça t'angoisse, mais le jour où ça arrive vraiment, ça doit te toucher au plus profond de toi, encore plus que quelqu'un qui s'en protégerait un petit peu au quotidien. Est-ce que je me trompe ou est-ce que tu te reconnais dans ce que je dis? Non, tu as raison. Tu as raison. Je suis d'accord avec toi, oui. Tu as raison. Je pense que c'est que souvent je prends souvent l'exemple tu vois, par exemple l'écologie. Par exemple, allez, je vais être concret. J'ai fait un voyage en Thaïlande et puis tu vois certaines plages qui sont dévastées par la pollution, le plastique. Tu vois des gens qui sont dans la misère et tout ça. Ça te touche sur le moment, tu vois, tu te dis waouh, enfin moi je suis vraiment un privilégié d'avoir un toit, d'avoir une rue devant chez moi qui est propre, d'avoir tous ces services qui viennent retirer mes poubelles, enfin voilà, tu te rends compte de toute la chance que tu as, et puis une semaine passe, 15 jours passent, et tu oublies tout ça. Et en fait, quand t'es pas confronté au quotidien à certaines choses, ton cerveau, il se protège, je pense, de toutes ces horreurs de la vie qui existent, et tu veux pas le voir, en fait. Complètement. Mais tout à fait, mais heureusement quelque part, hein. Heureusement. Ou alors il faut une prise de conscience générale et une culpabilité générale. Moi, je fais juste une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis. Et attention, j'espère que ça sera pas mal pris par certaines personnes, mais bon, je vais dire ce que je pense, hein, parce que vous me connaissez, je suis comme ça. Il y a certains sportifs qui disent sur les réseaux, haut et fort, ben, je vais pas prendre l'avion, j'ai décidé d'arrêter ou de ne pas aller à tel endroit pour réduire mon empreinte carbone. Ben ouais, c'est bien. Bravo. Mais, mais ouais, ils ont raison. Mais, vous voulez une médaille? Mais le problème, qu'est-ce qu'on représente, nous, là, à faire un, deux, trois voyages dans l'année par rapport à tout ce qui se passe autour de nous sur d'autres sports bien plus importants que les nôtres, c'est-à-dire importants médiatiquement, hein, euh, tous les trafics commerciaux, aériens, maritimes, qui dégagent mais une pollution, mais on va même pas comparer par rapport à nous. Et nous, on veut montrer un exemple. Alors oui, il faut bien commencer par quelqu'un. Ouais, moi je veux bien. Mais à un moment donné, nous là, on va se priver d'aller courir ou ceci ou cela, comme certains le font et le disent. Mais, mais à côté de ça, alors les autres là, les plus grands pollueurs ou voilà ou ceux qui dévastateurs de notre planète, il faut dire le mot. Mais c'est à eux de commencer à faire bouger les lignes. Je pense on est d'accord avec ça. Donc c'est pour ça que ça me fait gentiment sourire parce que c'est vouloir se donner une bonne image de soi. Mais ouais, oui, je respecte à la limite. Mais à côté de ça, il y en a qui en ont rien à faire. Donc, donc qui a raison, qui a tort? Ben, je pense qu'il va falloir. Ouais, enfin moi je pense qu'il y en a d'autres des bien plus gros que nous qu'il faut qu'ils commencent déjà un petit peu à faire bouger des lignes quoi, avant que nous petits citoyens, voilà, la France on est un super pays, je pense qu'on peut donner des leçons à beaucoup de monde, mais quand on voyage un peu François, tu t'aperçois que à côté de nous, mais il y en a ils en ont rien à faire quoi. C'est tu viens de le dire quand tu as été en Thaïlande, mais il n'y a pas besoin d'aller en Thaïlande. Quand tu trouves des congélateurs, des batteries, des frigos, des voitures qui sont
dans des tout petits ravins qui sont jetés comme ça gratuitement partout, des bouteilles plastiques en verre. Bon, mais il y a un manque de civisme sur la planète. Enfin, et on dit la planète va mal. Ouais, mais bon, c'est pas nous en prenant l'avion et en allant courir une fois à la Diag et une autre fois aux États-Unis ou une fois en Asie que voilà qu'on va fracasser la planète. Hein. Je pense qu'il y a déjà d'autres personnes qui doivent commencer à se bouger urgemment avant nous. Mais par contre, c'est urgent. Là, je suis d'accord. La finalité, c'est la même. Hein. Mais voilà. Il va falloir se réveiller, quoi. Tu vois, c'est marrant qu'on parle de ce sujet-là parce que j'ai commencé mon podcast pour faire un petit débriefing de ma semaine à La Réunion qui a été juste magique. J'ai commencé le podcast en disant que avant de partir à La Réunion, j'avais eu cette démarche et cette réflexion intellectuelle de se dire est-ce que mon déplacement à La Réunion est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que je suis légitime à prendre l'avion, à partir Et en fait, en atterrissant à La Réunion, j'ai eu plus aucun scrupule, mais alors plus aucun. Pourquoi? Parce que comme tu dis, en fait, j'ai côtoyé des gens qui volent pas une fois dans l'année comme moi, parce que moi c'est le seul voyage en avion que je fais dans l'année. Mais en fait, une semaine après, ils étaient partis en Thaïlande. La semaine d'après, ils repartaient en Australie. Et toutes les semaines, en fait, ils étaient à le prendre. Donc tu te dis bon bah, en fait. Pourquoi est-ce que je m'empêcherais de vivre cette expérience-là qui est juste énorme et unique, alors que oui, d'autres en fait font bien pire. Et comme tu dis, il faut bien commencer quelque part, donner l'exemple. C'est difficile, c'est un sujet qui est vraiment complexe. Je trouve d'avoir une seule réponse, en fait, il n'y en a pas. Je pense que chacun doit être un petit peu aligné avec ses convictions. Tout à fait. Mais François, je me permets de te couper. Je vais juste te faire une parenthèse. Bon, moi, je suis agriculteur, pour ceux qui savent. Petit agriculteur, hein, très petit paysan, mais je le suis. Et très fier de l'être et heureux. Mais je travaille aussi dans l'aéronautique. Et là, je sais de quoi je parle, puisque moi, je fais des trains d'atterrissage pour Airbus, pour Boeing et pour d'autres trains. Mais bon, on va dire, allez, Airbus... pour les avions les plus connus. Donc ça, c'est une industrie qui génère énormément d'argent. Alors je vais pas m'étaler sur... Voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Mais à un moment donné, ok, on veut réduire notre empreinte carbone, on veut diminuer le trafic aérien, ceci, cela. Mais qui c'est qui dirige le monde aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la finance, c'est l'argent, et tout le monde le sait, les actionnaires, bref, on va pas s'étaler là-dessus. Mais comment on fait? L'aéronautique, c'est des milliers et des millions d'emplois, des millions générés. Donc demain, ouais, d'accord, tout le monde décide, eh bien, on diminue nos déplacements aériens, on va plus en voyage, on va plus de... D'accord. Mais alors, il faut revoir tout le système économique mondial. Comment on fait? Aujourd'hui, ça nourrit des familles. Aujourd'hui, c'est dur de se nourrir. Remplir son caddie, vous en êtes tous conscients, tout le monde qui nous écoute, c'est une honte. Je dis bien, c'est une honte, le prix des courses aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qui... Manger, c'est ce qui nous fait vivre. Je pense qu'on devrait pouvoir manger et pouvoir se loger quand même à des tarifs autres que ceux qui sont appliqués aujourd'hui. Je sais pas, on est en train de parler de pollution, de patati patata, mais la prise de conscience, mesdames et messieurs qui allez tous nous écouter, je pense qu'aujourd'hui, manger et se loger, c'est devenu très compliqué. Et on ne peut pas rester comme ça. Mais vous avez vu le prix d'un caddie aujourd'hui? On est tous concernés là. Qu'on soit riche, qu'on soit pas riche, tout ce qu'on veut. Alors celui qui en a moins, évidemment, c'est dramatique pour lui et beaucoup plus dur. Mais on peut pas continuer à accepter des choses comme ça. Ça fait qu'augmenter. Jusqu'où ça va aller? Mais jusqu'où ça va aller? Alors il y a des choses qui augmentent qui sont pas essentielles. Une clope, c'est pas essentiel. Mais par contre, du lait, des céréales... C'est essentiel tout ça pour vivre, quoi. C'est des produits de base, hein. Jusqu'à quand ça va s'arrêter? Jusqu'à quand ça va augmenter, pardon. Voilà. Donc, c'est notre système. Quand on parle de, voilà, moi je fais des trains d'atterrissage. Donc, heureusement que les gens prennent l'avion. Heureusement que beaucoup de gens prennent l'avion. Parce qu'aujourd'hui, ben, voilà, c'est le gagne-pain
de milliers de familles ou de millions de familles à travers le monde. Et comment on fait si on arrête ça? Ok, ben on arrête de fabriquer les voitures aussi. Pas de souci, il y aura plus de pollution. Mais comment on fait? Comment on va le remplir le caddie? Comment on va les payer toutes les charges là? Moi je veux bien, mais comment? Voilà, il faut se pencher sur tout ça. Il faut que tout le monde réfléchisse à tout ça. Parce que c'est facile de vouloir donner une bonne image de soi, à balancer des bêtises là, ou à dire des choses. Ouais, mais il faut tout analyser, il faut tout poser. Et je pense que je touche un sujet très très sensible, mais qui concerne tout le monde. Tu es d'accord avec moi, François? Ah bah ça, notre environnement, notre planète, et là le constat qui a été fait que il y a un tiers des glaciers qui disparaîtront en 2050, c'est demain, hein. Ça concerne tout le monde évidemment. C'est un sujet que personne ne peut ignorer, et encore moins en 2022, et je suis encore halluciné de voir. Tu vois, en plus, ça tombe bien, on est dans le mois sans tabac, de voir encore des gens qui jettent leurs mégots, des gens qui ont aucune conscience sur ce sujet-là, et ça, enfin, ça me montre j'avais poussé un petit coup de gueule sur les réseaux à ce sujet-là, de voir une dame sur un trail qui avait jeté un papier par terre, et puis que tu lui dis, et en fait, elle en a rien à foutre d'aller le ramasser. Donc, non seulement elle n'a aucune conscience, mais en plus, elle l'affiche ouvertement. Enfin, c'était assez lunaire en 2022 d'avoir encore ce genre de comportement. Donc oui, je suis aligné avec toi, et c'est un sujet qui est assez complexe, et, euh, et où on pourrait passer Ben, chacun a sa plusieurs conscience, heures. François. On a tous une conscience. Moi, j'ai un copain, mais un très très bon ami à moi, hein. Ben, il se fait des sandwichs avec entouré du papier alu, ben, il jette la boulette tout le temps dans la nature. Et je lui dis, mais arrête! Mais il en a rien à faire. Il en a rien à foutre, il continue. Et tu veux que je lui dise quoi? Ben, que je me fâche avec lui, on n'est plus copains, mais non, on a tous une conscience. Voilà, maintenant, ben, qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui partent du principe, moi je pense, et on a évoqué la mort tout à l'heure, je l'ai évoqué. Ben, on est là de passage, de toute façon, après, ben, il n'y a plus rien, donc rien à foutre de la planète. Voilà, de toute façon, ça continuera à tourner si ça tourne, si la planète doit exploser, elle explose. Mais ça, c'est chacun a ses convictions, chacun a ses pensées, chacun, voilà. Moi, je suis ben, entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, et je pense qu'on voilà, on se connaît aussi en dehors de ce podcast, toi et moi. Donc voilà, on a beaucoup de sensibilités qui sont identiques. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux pas prendre les gens, les gifler. Bon, ben on a une éducation, on a un cerveau, on est censé pouvoir réfléchir et s'en servir. Ben celui qui sait pas s'en servir, ben mais on peut rien faire, on est impuissant. De toute façon, voilà, quand tu fais la réflexion à la dame, ce que tu as dit, et qu'elle te fait comprendre qu'elle en a rien à foutre, et que mon ami du papier aluminium, ben c'est la même chose, ben qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas pas leur mettre un coup de barre derrière la tête, tu vas aller en prison, et moi aussi. Donc, ben c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Alors, il faut avoir sa propre conscience à peu près bonne, et puis malheureusement, voilà, on est dans un monde de, bref, c'est comme, je sais pas, c'est comme ça. Alors Benyat, si ça te va, on va revenir à notre diagonale. J'avais une question à te poser concernant justement, on est un peu encore sur ces sujets de la médiatisation. J'ai vu des articles sur l'équipe passer sur toi. T'as eu beaucoup d'invitations sur d'autres podcasts. J'avais publié une photo avec tous ces journalistes et tous ces micros tendus juste après ton arrivée. Qu'est-ce que cette victoire à la diagonale a changé pour toi? Moi, je t'avais mis en favori, et je suis très content parce que j'ai une preuve de ça, j'ai une vidéo de ça où c'est écrit Benyat en number one, et j'avais eu des messages en me disant mais je connais pas Benyat, c'est qui? Et en fait, ça a changé quoi pour toi cette victoire? Tout d'abord, merci beaucoup François de m'avoir mis en favori parce que voilà, ça me touche beaucoup. C'est très gentil de ta part. Et, euh, et ça a changé, je pense que ça a changé complètement ma vie. J'en étais pas du tout conscient au début,
mais les jours qui ont suivi ce résultat ont été c'est pas que c'est compliqué à gérer, mais j'ai eu des sollicitations de partout. Mais quand je dis de partout, voilà, c'est bon, évidemment hein, des médias, voilà, qui m'ont écrit, qui m'ont dit de très belles choses. Et je pense que je pense qu'aujourd'hui il y a toute une certaine partie de gens qui m'ont placé tout en haut des ultra trailers quand je dis tout en haut, parmi les meilleurs ultra trailers de la planète. Et pour moi, j'en suis loin. Encore une fois, ça va être encore dire ouais, c'est de la modestie, nanani, nanana. Non. Moi, je me considère mais à des années-lumière de plein d'autres athlètes. Et alors, n'en parlons pas de Kylian ou de François, à qui on m'a comparé par rapport à ce résultat de la diagonale, parce que beaucoup m'ont comparé à eux et que c'était un résultat qui était équivalent à leur perf sur la diagonale. Donc, voilà, que j'étais à peu près de leur même niveau sur un terrain comme ça et un profil de course comme ça. Donc, pour moi, encore aujourd'hui, je vous le dis, je répète, bon, c'est gentil de la part de tous les gens qui ont dit ça, mais moi, à aucun moment, je ne le pense. Mais effectivement, je m'en suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui le pensaient, mais même dans les médias, et voilà, là, ça a explosé, quoi. Mais ça a explosé au niveau international. Et là, waouh, qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Donc moi, le petit Beignat, le petit paysan de Tardets, là, au fin fond du Pays Basque, ça fait bizarre. Donc, le melon, vous inquiétez pas, je le prendrai jamais, parce que si je prends le melon, j'ai demandé à tous mes plus proches, voilà, qui me jettent dans un ravin, voilà, mais je suis pas inquiet, ils me jetteront pas parce que je le prendrai pas. Je suis pas inquiet non plus. Comment? Je suis pas inquiet non plus. Ouais, voilà, mais par contre, ça fait bizarre. Ça fait bizarre et c'est assez impressionnant, c'est assez intimidant et j'étais pas du tout préparé, donc c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile à gérer. Alors, il y a des choses, oui, qui, bien sûr, c'est bien d'avoir une notoriété ou une certaine, oui, c'est flatteur, quoi. Quand je dis c'est bien, c'est le mot flatteur. Mais j'étais pas du tout préparé, je m'y attendais pas du tout. Et encore aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que c'est possible? Et j'arrive pas à me rendre compte, j'arrive pas, c'est comme ça, c'est mon caractère. Peut-être que beaucoup d'entre vous vous dites, Beignat, oui, c'est un très grand trailer, il mérite là où il est, peut-être que vous me pensez que je suis bon, j'en sais rien, et je veux pas le savoir, je veux même pas le savoir. Mais j'étais pas préparé à tout ça, donc je sais pas, je sais pas, je suis très sensible, donc voilà, je pourrais être dans l'euphorie, mais c'est pas du tout ça, au contraire. Je suis ça me fait l'effet inverse, j'en ai presque honte aujourd'hui, et presque, pas que je suis gêné, mais ouais, oui, en fait, je suis presque gêné de tout ça et je me dis, mais non, vous vous trompez. Vous vous trompez en me mettant si haut, je suis pas au niveau où vous me placez. Bon, pourtant, même mes proches, ma famille, voilà, tout le monde me dit que, mais Beignat, tu te rends compte ce que tu fais, tu te rends compte de la saison que tu as fait, tu te rends compte les résultats que tu as fait, tu te rends compte les grands champions avec qui tu as couru et que t'étais pas si loin que ça. Mais je sais pas, je préfère rester, moi, voilà. Je préfère rester dans ce que j'ai dans ma tête, dans mes images et tout ça, et ça m'évite d'être trop perturbé ou angoissé par rapport à tout ça, mais évidemment, je peux pas m'échapper par rapport à ces sollicitations médiatiques qui sont énormes, et là, évidemment, il s'est passé quelque chose, ça c'est sûr. Je sais pas quand je réaliserai, mais il y a quelque chose qui a changé, ça c'est clair et net. Au niveau je dis bien de la planète trail, c'est pas là que local, hein, c'est la planète. Bon, on verra la suite. On verra la suite. Qu'est-ce qui ferait que tu te sentes légitime d'être reconnu à cette hauteur? J'ai pas besoin de cette reconnaissance. T'en as pas besoin, mais qu'est-ce qui ferait que tu t'en sentes légitime, que tu trouves ça finalement
presque, je vais pas dire normal, mais que tu comprennes que les gens aient cette image de toi? Il y a rien qui le fera, François. Il y a rien parce que j'ai gagné de très belles courses il y a certaines années qui étaient beaucoup moins médiatiques évidemment qu'aujourd'hui, mais qui étaient quand même belles. Et il y a des courses que j'ai fait où j'ai pas gagné, où j'ai même fini hors du podium, mais avec des plateaux de dingue en skyrunning et qui étaient comme des victoires personnelles pour moi. Donc ça, évidemment, personne n'en parle, personne n'y pense. Mais moi, monter sur une première marche, bien sûr que c'est fabuleux, c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais en fait, il n'y a pas de... Non, mais voilà, moi je suis comme ça. C'est-à-dire que il faut pas vouloir ou essayer de me faire changer. Je suis comme ça. Je me regarde pas le nombril et c'est ce qui fait l'homme que je suis. C'est ce qui fait le baignat que je suis. Et la personne, voilà, la personne que je suis. On m'aime pas, on va trouver que c'est de la fausse modestie ou que je cache. Mais je m'en fiche. Je suis comme ça. Et de toute façon, pour les gens, les vrais gens qui me connaissent ou qui même me connaissent pas, mais qui m'écouteront ou qui m'ont déjà écouté et qui pensent que je suis quelqu'un de sincère, ils vont comprendre tout ce que je dis. Donc moi, il y a rien qui... Non, non, non. Je changerai pas, François. Donc tu peux me dire ce que tu veux. Je comprends ta question, mais non. Non, en fait, le fond de la question, c'était de se dire, est-ce que finalement, toi, tu avais euh, un objectif, un rêve qui si tu l'atteignais, tu te dirais, ah bah ouais, j'ai fait ça, cet objectif-là, euh, je comprends en fait que les gens pensent ça de moi parce que moi-même, j'ai placé cet objectif à un niveau tel et je l'ai atteint. Euh, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, par exemple, ça peut Je être comprends. Je comprends. battre Kylian Jornet sur Cerzinal. Tu vois, je prends un Ouais, exemple. non, mais non, mais tu as tout dit. En fait, voilà, tu viens de dire un exemple qui peut faire partie de ça, mais voilà, je suis un homme lucide, mais voilà, battre Kylian Jornet, ben, bien sûr que ça serait exceptionnel et voilà, bien sûr, mais ça n'arrivera jamais. Gagner l'UTMB, mais ça serait fabuleux de gagner l'UTMB, mais ça n'arrivera jamais. Gagner la Hard Rock, mais ça serait fabuleux de gagner la Hard Rock, mais ça n'arrivera jamais. Peut-être que s'il y avait ces trois choses-là qui se réaliseraient, peut-être je me dirais, waouh, c'est ouais, mais de toute façon j'ai la tête sur les épaules et ça n'arrivera jamais. Mais mais voilà, c'est Mais est-ce que tu te disais pas gagner la diagonale des fous, ça n'arrivera jamais? oui, bien sûr, c'était la même chose, hein. Et je l'ai dit pour ceux qui m'ont entendu sur certains petits interviews que j'ai pu faire, mon plus grand regret de la diagonale, c'est que François ne soit pas au départ, qu'il ait déclaré forfait parce qu'il était blessé. Voilà. François, ben, il m'aurait certainement battu, il m'aurait peut-être même mis une bonne pilule, mais c'est pas grave. J'avais envie de courir face à l'un des deux plus grands ultra-trailers de la planète. J'ai couru contre Kylian à l'UTMB, on a vu le résultat, je me fais atomiser, mais c'est pas grave. Il était là. Et j'étais là, j'ai eu la chance de courir, de faire une course avec lui. J'en ai déjà fait d'autres par le passé, mais pour moi, c'était, voilà, mais c'était comme, voilà, j'aime bien le foot, j'aime bien le rugby. Ben, c'est comme si j'avais Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo à côté de moi ben, sur le terrain. Au rugby, voilà, si je jouais avec Dan Carter ou Richie Mako à côté. Enfin, voilà, c'était fabuleux. Moi, j'étais très déçu de ça. Et encore aujourd'hui, j'ai un grand regret, c'est de pas l'avoir rencontré. Bon, voilà, il était blessé, il n'a pas pu courir. Allez, Beignat passe à autre chose, d'accord. Mais j'aurais adoré rencontrer l'homme, le grand champion que c'est. J'espérais le rencontrer, ça n'a pas pu se faire et je regrette parce que voilà, c'est des très grands monsieur de notre discipline et voilà. Bon, maintenant, c'est comme ça. Peut-être une autre fois, une prochaine fois, j'aurai l'occasion de rencontrer. Oh, il y en aura d'autres des occasions, j'en suis convaincu. Euh, alors pour tous ceux qui suivent ce que je fais aussi sur la planète Trail et sur mes réseaux
Facebook et Instagram notamment. Vous avez peut-être vu que j'ai eu la chance de courir 14 km en compagnie de Beñat et de Jean-Phi. Ça a été je l'ai titré les 14 km les plus beaux de ma vie, le footing le plus beau de ma vie. J'ai terminé ce footing avec en pleurant, tellement en fait j'ai trouvé ça riche, intense. C'était tu vois, enfin pour les gens comme moi qui sont dans le peloton très loin, en fait c'est un milieu qu'on connaît pas et vraiment hein, enfin votre performance, votre niveau, c'est un milieu qui est complètement inconnu de la majorité des gens. Et de pouvoir vivre ça rien que sur 14 km, c'était juste fabuleux de pouvoir entendre vos échanges et de savoir les stratégies de course, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'ils sont derrière. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé avec Jean-Philippe, justement pendant tout ce temps que vous avez passé ensemble, et qu'est-ce que vous vous dites? Bon, on a beaucoup parlé de nos vies respectives, hein. Beaucoup, tu vois, donc ben voilà, notre quotidien, tu vois, notre travail, qu'est-ce qu'on fait, notre vie de famille, frères, sœurs, voilà, mariés, pas mariés, enfants, pas d'enfants, voilà, on discute, on a beaucoup échangé parce que c'est une personne avec qui ben de suite on a accroché. Est-ce que ça aurait été avec tous les autres athlètes comme ça? Je ne pense pas. Avec d'autres athlètes, bien sûr que oui, mais avec tous, non. Jean-Philippe, c'est un très grand athlète et un très grand champion, mais je pense que c'est un très grand homme aussi, avec des valeurs, des très belles valeurs. Donc mais ça a été voilà la découverte et l'échange avec une personne où on a passé de super moments. Ça, c'était toute la première partie de course. Et après, évidemment, quand les kilomètres avancent et qu'on se rapproche de la fin, c'est là qu'il y a des discussions qui ont été échangées entre lui et moi par rapport au final de la course. Hein. Tu en étais témoin puisque tu as assisté à tout ça. Donc bien sûr, il y a des choses qui restent plus ou moins confidentielles ou personnelles. C'est entre deux hommes que ça se passe. Après, voilà, il y a la médiatisation qui fait que nous sommes suivis par des personnes qui nous filment et tout ça. Donc, on n'a pas joué petit bras. Hein. On n'a pas mis la main devant la bouche et chuchoté pour parler. Non, on a été entier. On a dit les choses haut et fort. Il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Donc c'est sûr quand tu fais autant de kilomètres ensemble, à un moment donné, c'est un peu imagé ce que je dis, mais bon, est-ce qu'on plante le couteau dans le dos de l'autre pour en sortir vainqueur, ou est-ce que on finit main dans la main, les meilleurs copains du monde? Qu'est-ce qu'on fait? En gros, en résumé, c'est ça. Moi, je pense que j'ai pas été spectateur de cette course-là, puisque on était acteurs. Toi, François, tu étais acteur sur 14 kilomètres avec nous, mais spectateur avant tout. Je pense et j'ai eu confirmation par tous les gens qui m'en ont parlé, sans que je leur pose la question. Je pense que pour cette 30e édition, tout le monde s'est régalé, parce qu'il y a eu un grand mano à mano qui en était un, oui, mais ça a été, on a été deux athlètes qui ont été sincères l'un avec l'autre. On s'est entraidé, oui, mais à la fin, des choses avaient été plus ou moins actées entre Jean-Philippe et moi. Donc, c'était pas forcément les choses qui avaient été prévues au départ dans les discussions, mais qui ont été finalement, et je trouve que c'est la plus belle des choses, qui ont été, j'ai pas le terme, mais en fait le final qui a été réalisé est finalement la logique sportive qui a été entre guillemets respectée, ou c'est ce qui devait arriver. Et c'est ça le plus beau, parce qu'on a fait une course
deux copains pendant des kilomètres, mais à la fin, il n'y a pas l'un qui trompe l'autre ou qui fait un coup vache à l'autre. Non, le dénouement final, il est celui qui était écrit depuis le début, en fait. Et je pense que c'est ça qui est très très beau dans cette 30e édition-là. Pendant beaucoup de kilomètres, nous sommes restés ensemble et nous étions, ben voilà, nous étions à la même allure, à la même intensité, au même niveau. Et le final a fait que voilà, j'avais plus de fraîcheur que lui. Il a dit, il a reconnu, il a eu des mots pour moi très très forts qui m'ont énormément touché. C'est pour ça que je l'en remercie aussi. Et ça en fait tout ça que je pense que c'est un très grand homme, parce qu'il n'était pas obligé de le dire, mais il a reconnu la supériorité de son adversaire. Et ça, tout le monde peut-être l'aurait pas fait, mais on n'a pas triché, quoi. On n'a pas triché. Moi, j'ai tout fait pour accompagner ce grand homme-là le plus loin possible et faire qu'il finisse sur au moins la deuxième marche. S'il avait été plus fort, je voulais que lui gagne, parce que j'estimais qu'il aurait mérité. J'ai pris des risques parce que je l'ai attendu. Je l'ai attendu, tu l'as vu François, je l'ai attendu même avant la possession. Dans le chemin Cala, je suis vraiment costaud, mais je pense que j'étais très bien là. La possession, tout ça, on va pas rentrer dans tous les détails, mais bon, les images, voilà, l'ont montré, mais c'est pas grave. J'allais pas, ouais, ok, oui, vous le savez. Tous ceux qui connaissent ou qui ont suivi, ou les spécialistes, ils vont dire, oui, dans les jambes, Beñat, il peut faire 23h05 ou il a peut-être 10 minutes de moins. Certainement. Ouais, je peux faire ça. Je peux partir, je peux mettre une grosse mine à la possession parce que je suis vraiment très bien. J'ai des jambes de feu, je suis vraiment bien. Le chemin des Anglais, d'accord, mais quoi, faire oui. C'est pas prétentieux ce que je dis, non. Je dis c'est la vérité, j'étais vraiment bien. Mais pourquoi le faire? On avait fait une course ensemble tout le temps avec des moments. Il n'y a pas eu que des grands moments. On a eu des moments aussi où on a un peu fatigué tous les deux. Je pense que c'est normal. Elle est très dure la course. Et on méritait tous les deux d'arriver devant. Si moi j'avais été à sa place ou un peu moins bien et que qu'il s'en va, qu'il me fout une mine, peut-être que mentalement je m'écroule, on peut pas savoir. Et même si on avait beaucoup d'avance sur les poursuivants, mais ce crédit, ce matelas peut très vite fondre si voilà, si mentalement il y a tout qui lâche, une hypoglycémie qui arrive, enfin n'importe quoi. Mais non, moi j'ai tout fait pour l'accompagner jusqu'au bout. Et au final, le final, oui, je pars devant parce que je suis plus frais et, et voilà, et je finis premier, mais c'est une course il fallait qu'elle se passe comme ça et pas autrement. Il en était pour moi hors de question. C'était tout ce qui s'est passé là, c'est logique et il fallait que ça finisse comme ça. J'entendais, tu vois, ça c'est un sujet, ça, dans le milieu du trail, beaucoup aiment ces finishes main dans la main, je trouve ça beau. Moi je trouve ça beau quand et respectueux de son adversaire d'aller le défier jusqu'à la fin, même si effectivement je trouve ça aussi, il y a un côté poétique de finir ensemble sur la première marche, voilà. Mais j'entendais un athlète élite, je sais plus son nom, qui disait que de terminer comme ça en donnant tout et quitte à finir au sprint l'un contre l'autre, c'était respecter finalement tout le travail que son adversaire avait fait pour arriver au niveau où il en est, et que de lui dire écoute, on va s'entendre et on finit ensemble, c'était un petit peu un manque de respect de la part de toute la préparation qu'il avait fait pour arriver à son meilleur niveau ce jour-là. C'est un petit peu dans cet esprit que vous avez pris cette décision de pas finir ensemble finalement. Oui, complètement. Après, j'ai pas vécu de l'intérieur ces arrivées communes. Ludo avec Dany l'année dernière, il y a quelques années, Benoît avec François. Bon, je l'ai pas vécu de l'intérieur. Moi, je vous dis ce que je pense.
quand tu es vraiment, vraiment du même niveau et que tu vois que, ben voilà, tu as fait toute la course ensemble, mais que les deux sont vraiment au même niveau, tu arrives à la fin, t'es cuit, mais c'est très très beau de finir ensemble aussi. C'est une très belle image et tout à fait respectable. Et moi, je suis très très beau. Je suis très admiratif, pardon, et je trouve très beau tout ça, bien sûr. Mais quand l'un ou l'autre mérite la victoire, parce que tu es ce jour, je dis bien ce jour-là, tu es plus fort. Je pense que c'est normal aussi, et c'est aussi beau. C'est mon point de vue. Donc, l'année prochaine, je vais peut-être faire une course. Et ben, ça sera Jean-Phi qui va me battre et voilà, et il le méritera. L'année dernière, quand il me double au mute à Madère, je suis en pleine crise, j'ai fait une hypo très très violente. Ben, il me double, c'est la course. Je lui ai pas dit, Jean-Phi, attends-moi, aide-moi à aller au bout. Et pourtant, quand il me double, il me dit, allez Beignat, accroche-toi, allez, 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 essaye d'accrocher avec moi. Il a eu ces mots-là. Mais je lui ai dit, vas-y Jean-Philippe, merci, mais je suis fracassé, je suis en hypo, vas-y, bataille pas. Mais c'est la loi du sport. Voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses. Chaque histoire est différente, chaque course est différente, et chaque résultat peut être très très beau. Et je pense que celui de cette année, il est aussi beau que d'autres dénouements qu'il y a pu y avoir. Et on a été, voilà, on n'a pas, moi je ne l'ai pas trahi, il ne m'a pas trahi. On a respecté la logique sportive. Voilà, ça a été, je pense qu'on a fait une magnifique course et que tout le monde s'est régalé aussi à nous voir courir, au même titre que la bagarre qu'il y a eu derrière avec nos poursuivants, comme Courtenay qui a été admirable et voilà, qui a été fabuleuse et tous les autres athlètes du premier jusqu'au dernier. Quand je franchis les deux derniers athlètes de la diagonale que vous avez pu voir peut-être sur les images et tout ça, mais leur panache, leur volonté d'en finir, leur rêve de franchir cette ligne d'arrivée, mais c'est tout aussi respectable. Ils sont deux. Pourquoi ils sont deux? Pourquoi il n'y en a pas qu'un? Pourquoi l'avant-dernier attend le dernier ou le dernier attend l'avant-dernier et ils franchissent à deux? Ils ont vécu quelque chose aussi ensemble de très très fort. Ils ont dû se dire des choses. Peut-être qu'un était plus fort que l'autre, peut-être qu'ils étaient au même niveau, peut-être qu'ils étaient défoncés les deux. Ils sont arrivés main dans la main ensemble avec moi qui leur tenais la main au milieu. Mais c'est fabuleux tout ça. Et puis voilà, c'est notre sport et chacun. Je pense qu'on a respecté cette année, on a respecté notre sport et on a rendu cette 30e édition ben, très 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 belle. Je pense que c'est une très très belle édition. Je suis assez d'accord avec toi. C'était un très beau spectacle à vivre et à suivre. En tout cas, c'est aussi tous les retours que j'en ai eu parce qu'il y a eu des rebondissements et c'est ça qu'on aime aussi. Hein. C'est de ne pas forcément savoir qui va gagner tout de suite. Et c'est un petit peu ça qu'on attend aussi quand on est spectateur et qu'on regarde finalement le match se produire devant nos yeux. Il y a un sujet que j'aurais aimé aborder avec toi, ça fait déjà bientôt 1 heure qu'on est ensemble. En ce moment, c'est les championnats du monde de trail. Est-ce que c'est un objectif pour toi d'aller un jour porter ce maillot de l'équipe de France? C'est pas un objectif, c'est un rêve. Ça serait un honneur de porter ce maillot. J'aurais dû le porter cette année. Mais pour pouvoir le porter, il fallait que je décline, enfin, que je ne cours pas la diagonale. Et donc, j'ai couru la diagonale. Alors, j'ai pas pu porter ce maillot qui est un honneur. Voilà, on peut pas dire autre chose. Je ne peux pas dire autre chose. Mais voilà, ma sélection est arrivée après certains engagements moraux, je dis bien moraux, que j'avais au niveau de cette diagonale des fous. Il y avait plusieurs choses. Il y avait des gens qui m'attendaient, que j'avais promis que je serais là, que je viendrais, ma famille qui m'accompagnait, le voyage qui était prévu. Et donc j'ai choisi, voilà, j'ai choisi de courir à la diagonale parce que beaucoup de gens
de gens, voilà, souhaitaient me revoir, souhaitaient m'accompagner et j'avais tenu une parole. Et ça a été un choix très 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 difficile. J'ai été très malheureux et je l'ai mal vécu. Hein. J'ai mal vécu de refuser la sélection, enfin de refuser, refuser de ne pas pouvoir. Je l'ai pas refusé parce que moi j'ai dit je veux venir au championnat du monde avec vous, mais c'était pas possible. Voilà, dans les textes de la fédération, bon, mais voilà, c'était écrit que voilà, il ne fallait pas courir. Voilà, certainement un 100 miles avant de pouvoir intégrer et d'aller au championnat du monde 15 jours après. Donc j'en ai été très triste. Encore aujourd'hui, je suis malheureux parce que ça aurait été merveilleux. Mais par contre, je suis leur premier supporter. Et j'espère sincèrement que mes collègues français demain, parce que c'est demain et avec le décalage horaire, c'est peut-être même dans pas longtemps, ils vont gagner. Alors je souhaite en individuel, hein, un d'entre eux, mais surtout en équipe, je leur souhaite de gagner cette médaille de champion du monde parce qu'ils le méritent. Ils sont très forts, ils sont gentils et ils sont très forts et ils le méritent. Donc j'aurais dû être là-bas, mais c'est pas grave, ça reste des athlètes de mon pays qui représentent mon pays. Donc je suis leur premier supporter et j'espère de tout cœur qu'ils gagneront et si l'année prochaine j'ai la chance d'être à nouveau sélectionné, ça serait un immense honneur et une fierté de porter ce maillot de notre pays parce que ça sera pas une fierté personnelle, mais oui une fierté nationale et pour représenter vous tous qui courez, vous tous qui aimez ce sport et voilà, c'est pas le maillot de nous les coureurs, non. On représente un pays donc je serai énormément ému et oui et honoré de pouvoir le porter. Mais ça, c'est pas moi qui décide. Eh ben, rendez-vous peut-être l'année prochaine ou enfin je sais même pas d'ailleurs tous les combien de temps c'est les championnats du monde de trail. C'est tous les ans. Ouais. Tous les ans. Hein. Donc peut-être que l'année prochaine on aura la chance de te voir avec ce maillot pour représenter la France. Beñat, ça fait déjà un peu plus d'1 heure qu'on est en train d'échanger. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à notre échange dont on n'aurait pas encore parlé? C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. J'ai eu la chance de te rencontrer et voilà, voilà, tu es une personne que j'apprécie énormément, mais vraiment énormément parce que moi j'ai eu l'occasion de gratter à l'intérieur du François là. C'est pas dans le podcast, tu vois, c'est en off comme tu le sais. Donc merci pour le temps que tu m'accordes et merci pour tout ce que tu fais avec les autres podcasts. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. T'es une très très belle personne et voilà, je t'en remercie. Après, je vais faire du classique, mais c'est quand même très important. Je remercie encore une fois, voilà, tous les gens qui m'accompagnent, qui me soutiennent, tous mes proches, tous les gens qui m'aiment. Peut-être aussi je remercie tous les gens qui me détestent, peut-être, parce que ça fait partie peut-être du fait que je sois l'homme que je suis. Je remercie tous mes partenaires, je remercie voilà, je remercie Azix avec qui je cours, je remercie tous les autres voilà partenaires comme je viens de le dire qui m'accompagnent et j'espère que voilà que c'est le début enfin le début, c'est pas le début, mais que l'aventure n'est pas encore finie, qu'il y aura de très belles choses encore à l'avenir. Et puis voilà, il faut jamais oublier les choses essentielles que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, j'espère pouvoir échanger encore avec toi, avec vous tous, et parce que c'est merveilleux les échanges sincères, les vraies relations humaines, c'est ça qu'il y a de vrai dans la vie et l'honnêteté des gens, je pense que ça n'a pas de prix. Donc voilà, je souhaite et j'espère qu'il y aura d'autres bons moments comme ça, ensemble, tous ensemble.
Merci beaucoup. La prochaine fois qu'on échange, ce sera avec grand plaisir dans ton Pays Basque, un pays que j'adore et dans lequel je suis venu de nombreuses fois en vacances, et finalement c'est pas si loin que ça de la Bretagne. Donc avec grand plaisir, et merci beaucoup pour tes mots. En tout cas, ça me touche sincèrement et profondément. Merci beaucoup Beñat, encore une fois, pour ce moment de partage, d'échange en toute honnêteté, transparence, comme tu sais si bien le faire, et comme tu ne sais pas faire autrement d'ailleurs. J'espère que les auditeurs auront apprécié cet échange, et puis écoute, à bientôt. Merci. Merci François, et merci à tous les auditeurs et à tous les gens qui m'ont écrit que je ne connais pas, ou qui m'écriront encore, pour votre gentillesse et votre sincérité, parce que voilà, il y a des choses qui ne trompent pas, et il y a beaucoup de choses là qui n'ont pas trompé. Donc voilà, c'est beau d'avoir ce côté humain, et voilà, que personne ne change. Restons soi-même, et merci du fond du cœur à tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt.